Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Le Burundi a promis une enquête minutieuse après une série d'explosions survenues lundi soir dans la capitale Bujumbura. Les déflagrations font suite à d'autres attaques ces derniers jours dans le pays. En Libye, le Premier ministre Abdelhabib Beiba s'est adressé à ses partisans sur la place des Martyrs de Tripoli. Une intervention qui fait suite au vote de la motion de censure contre le gouvernement de transition. Et puis la mission des Nations Unies en Centrafrique reçoit du renfort. 120 casques bleus tunisiens sont déployés pour appuyer son unité d'aviation. Ce déploiement de troupes est sous-tendu par une résolution du Conseil de sécurité. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le Burundi a promis une enquête minutieuse après une série d'explosions survenues dans la capitale économique Bujumbura. Ces déflagrations font suite à d'autres attaques dans le pays. Reportage. Bujumbura est de nouveau sous le choc. 3 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées, dont une quinzaine gravement ce lundi au soir lors de 2 attaques simultanées à la grenade qui ont visé notamment la principale gare routière de Bujumbura à une heure de pointe. Des attaques qualifiées de terroristes par les autorités qui n'ont pas été revendiquées. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur affirme que 2 personnes ont été tuées par des terroristes encore non identifiés qui ont lancé des grenades, notamment sur un parking de bus. Le ministère condamne avec la dernière énergie cette barbarie sans nom qui démontre encore une fois que le Burundi est aussi exposé au risque de terrorisme. Le gouvernement a promis une enquête minutieuse pour mettre hors d'état de nuire ces lâches terroristes sans nom. Cette attaque n'a pas été revendiquée, pas plus que celle survenue dimanche soir dans un bar de Gitega, la capitale, où 2 personnes ont été tuées également par des grenades. Tard samedi soir, veille du départ du président Évariste Ndayishimiye pour New York, où se tient l'Assemblée générale de l'ONU, une autre attaque avait visé l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura. Cette dernière a été revendiquée sur Twitter par le groupe rebelle Red Tabara, aujourd'hui le plus actif des groupes rebelles burundais. 27 personnes ont été tuées. C'était donc le week-end dernier dans des violences entre éleveurs nomades et puis des cultivateurs sédentaires. Nous sommes dans l'est du Tchad, un pays où les affrontements entre ces 2 communautés sont fréquents. Détail. Des autorités traditionnelles ont vendu en 2017 des espaces à des éleveurs nomades arabes qui veulent s'installer dans la localité, mais les cultivateurs autochtones, des Wadaïens, contestent cette vente et des combats ont fait 27 morts dimanche, a expliqué Mohamed Ahmad Alabo par téléphone. Les conflits fonciers continuent à tuer. Pour des lopins de terre, les Tchadiens s'entretuent, a également posté le ministre sur sa page Facebook. Ces affrontements entre les 2 communautés ont eu lieu dans les villages de Kidjimina et Tio. Ces localités sont situées dans une zone aride de la bande sahélienne, à une 40aine de kilomètres d'Abéché, la 2e ville du pays, chef-lieu de la région de Wadaï, et elle-même située à quelques 700 km au nord-est de la capitale N'Djamena. Ils se disputent une superficie de 25 km², ajoute le ministre, qui se trouve à Abéché à la tête d'une délégation gouvernementale pour calmer la situation. Mohamed Ahmad Alabo n'a pas précisé comment ont éclaté les combats. Nous avons écouté les différentes parties, mais on n'a pas encore trouvé de solution, a-t-il expliqué à l'AFP. Les violences entre ces communautés nomades et sédentaires sont fréquentes dans le centre et le sud du Tchad, où nombre d'habitants sont armés. Ils opposent principalement éleveurs nomades arabes aux cultivateurs autochtones sédentaires qui accusent les premiers notamment de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux.
Les nomades, eux, venant des zones arides sahéliennes, veulent de plus en plus se sédentariser sur des terres propices à l'élevage de leurs dromadaires et moutons notamment. En Guinée, les magistrats se disent satisfaits de l'entretien qu'ils ont eu avec le colonel Mamadi Doumbouya. Ce dernier a affirmé à l'issue de leur rencontre que la gestion de la Guinée sera dépersonnalisée. Les concertations entre acteurs de la société guinéenne et nouvelles autorités se sont poursuivies ce mardi au Palais du Peuple à Conakry. C'était au tour des magistrats souvent décriés par les justiciables d'être reçus. Des échanges et des clarifications entre les deux parties ont finalement abouti à une compréhension qui a poussé le colonel Mamadi Doumbouya à dire qu'ils vont dépersonnaliser la gestion du pays. Ce sont des magistrats majoritairement requinqués qui sont sortis de cette rencontre avec les nouvelles autorités guinéennes. Nous sortons d'ici très satisfaits et très confiants en nous-mêmes parce qu'on nous a dit qu'on ne doit plus avoir peur de quoi que ce soit. Il n'y a plus de chasse aux sorcières, il n'y aura plus de peur. Et une autorité exécutive ne va plus se mêler aux décisions rendues par les cours et tribunaux, a affirmé Alpha Saliou Bari, le directeur national des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice. Dans un passé récent, il fallait être loin du pouvoir pour être inquiété par la justice guinéenne. La justice de notre pays, plusieurs fois décriée, doit dorénavant s'impliquer dans la consolidation de l'état de droit et la lutte surtout contre l'impunité, a de son côté déclaré le colonel Doumbouya face aux magistrats. En Libye, le Premier ministre par intérim du pays, Abdelhamid Dbeiba, s'est adressé à ses partisans sur la place des Martyrs de Tripoli, la capitale. Une intervention qui est survenue après que le Parlement a voté une motion de censure contre le gouvernement d'unité nationale. C'est au cours d'une séance à huis clos en présence du président du Parlement, Aguia Saleh, que la motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Abdelhamid Dbeiba a été votée ce mardi. À la suite de ce vote, le Premier ministre s'est rendu à la place des Martyrs, au cœur de Tripoli, où il s'est offert un bain de foule au milieu de dizaines de ses soutiens rassemblés sur la vaste esplanade. Il a salué les députés honorables qui ont rejeté cette mascarade en référence à la motion de censure. Et sous les cris des manifestants appelant à la chute du Parlement, le Premier ministre a répondu qu'avec l'aide de Dieu, il tombera. Abdelhamid Dbeiba a également appelé ses partisans à un grand rassemblement vendredi prochain au même endroit. Instance faisant office de Sénat à Tripoli, le Haut Conseil d'État libyen a lui jugé la procédure de censure comme nulle. Notre objectif, c'est la tenue de ces élections. Nous ne souhaitons pas donner autant d'importance à tout ce qui peut entraver cet objectif, a déclaré le président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled El Meshri, en visite à Rabat. En dépit du vote de la motion de censure, le cabinet actuel ne sera pas remplacé, mais devient un gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes, selon le porte-parole du Parlement. La mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, reçoit du soutien. Ils sont 120 casques bleus tunisiens qui ont été donc déployés pour appuyer l'unité d'aviation de la RCA, la Centrafrique. Un déploiement qui est donc soutenu par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. 120 casques bleus tunisiens ont débarqué mardi pour la première fois en Centrafrique pour renforcer la mission de maintien de la paix de l'ONU dans ce pays pauvre en guerre civile depuis plus de 7 ans. C'est le premier contingent de militaires déployé par la Tunisie au sein de la MINUSCA. Seuls quelques policiers de ce pays participant jusqu'alors à la force internationale. Les Tunisiens composent une unité d'hélicoptères, a déclaré à l'agence France-Presse le général Paulo Maia Pereira, commandant adjoint de la force de la MINUSCA, précisant que les hélicoptères tunisiens arriveront dans quelques jours. Je vais vous dire que nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui le contingent tunisien de l'aviation tunisienne qui vient renforcer les capacités de la force pour mieux aider le peuple centrafricain à faire la protection des civils et donner la sécurité nécessaire à ce pays. Ces militaires arrivent moins d'une semaine après que 450 casques bleus gabonais accusés d'abus sexuels ont été retirés de la force de maintien de la paix onusienne.
Les accusations de crimes et délits sexuels contre les casques bleus sont récurrentes dans le pays. La MINUSCA a été déployée par l'ONU en avril 2014 pour tenter de mettre fin à la sanglante guerre civile qui a suivi un coup d'État l'année précédente contre le président de l'époque, François Bozizé. La MINUSCA dispose toujours de quelques 15 000 personnes dans ce pays, dont 14 000 en uniforme, avec pour mission prioritaire la protection des civils. Au Cameroun, Samuel Eto'o s'est lancé un nouveau défi un peu plus de 2 ans après avoir annoncé sa retraite de joueur professionnel. Il s'est déclaré candidat à la présidence de la FECAFOOT, entendez la Fédération camerounaise de football. Reportage. C'est sur les réseaux sociaux que Samuel Eto'o a officialisé ce mardi sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Dans un document de 2 pages, l'ex-buteur du FC Barcelone, de l'Inter Milan ou encore de Chelsea a expliqué pourquoi il se lance à l'assaut de la FECAFOOT. Il est temps de reconstruire notre football. Nous ne pouvons pas retarder la refonte de notre sport numéro 1, a assuré l'ex-attaquant vedette de l'équipe nationale du Cameroun, aujourd'hui âgé de 40 ans. L'élection du patron de la FECAFOOT est prévue le 11 décembre prochain. Celui qui a pour slogan « Redonner au football camerounais sa grandeur » a esquissé les grandes lignes de son projet. Tout d'abord, mettre à profit l'organisation au Cameroun de la prochaine CAN. J'y vois de grandes attentes. Un appel urgent à mettre fin aux arguments stériles qui minent l'organisation harmonieuse de notre sport, a estimé Samuel Eto'o. Au passage, il a égratigné, sans le citer, celui qui dirige actuellement le foot camerounais, un Seydou Mbombo Ndoya, dont il avait appuyé l'élection. Il y a 3 ans, j'ai soutenu un projet qui, selon moi, semblait prometteur pour l'avenir de notre football, admet l'ancien Goliath d'or. Faisant le bilan de ces réalisations, je n'ai aucun regret, même si les attentes n'ont pas été comblées. Cependant, il est important de tirer les leçons de cet échec afin d'amener un changement maîtrisé et bien géré. Samuel Eto'o a en outre fait la promesse pas empocher 1 centime des indemnités prévues pour le poste de président de la fédération. Il a affirmé que ces fonds seront alloués au développement du football amateur. Je suis candidat à ce poste afin d'attirer des financements externes et de ne pas réduire les revenus déjà maigres avec des charges inutiles. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.